Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de questions de contrôle au gouvernement, au Sénat. Pendant l'épidémie de coronavirus, en plus des auditions, les sénateurs continuent d'interroger une fois par semaine le gouvernement sur sa gestion de la crise, de l'épidémie et sur les conséquences économiques et sociales de cette situation. La séance commence dans quelques minutes, à 15 h exactement, dans des conditions qui respectent les consignes sanitaires. À mes côtés, Nathalie Delattre. Bonjour. Vous êtes sénatrice RDSE de la Gironde. Vous êtes aussi membre du comité de suivi de l'état d'urgence sanitaire. Vous allez ouvrir le bal des questions d'ici quelques minutes. D'abord, sur quel sujet voulez-vous interroger le gouvernement ? Eh bien, c'est l'occasion de mettre à l'honneur nos élus locaux, nos maires, nos présidents de département, nos présidents de région, qui sont eux aussi en première ligne et qui aujourd'hui remportent les défis du quotidien, sont aux côtés des plus démunis, des plus fragiles, mais aussi aux côtés des entreprises. Car si la priorité reste sanitaire, la reprise économique et les conditions de la construction, la reconstruction de notre société passent par cette économie. Un plan d'urgence a été annoncé d'ailleurs aujourd'hui, réévalué à 110 milliards d'euros. Oui, tout à fait, quand l'Allemagne en met 6 fois plus. Donc on voit bien que de toute manière, nous allons devoir aller plus loin. Oui, vous jugez que pour l'instant, ce n'est pas suffisant ? Ce n'est pas suffisant. Les collectivités pallient encore, puisqu'elles ont certains moyens et elles savent le faire dans cette décentralisation, différenciation, déconcentration sur laquelle nous devions travailler avant le Covid, qu'il est urgent. Un projet de loi a été prévu, effectivement. Tout à fait, qu'il est urgent de mettre en priorité, en réflexion pour la sortie du confinement, parce qu'on voit bien que les élus trouvent les meilleures réponses en proximité. Et je vais donc demander quelle est la confiance accordée à nos élus locaux aujourd'hui par rapport à cette décentralisation possible et souhaitable, et aussi quels sont les moyens au regard Oui, les moyens notamment, alors que le gouvernement a annoncé un certain nombre de primes pour les fonctionnaires d'État, mais aussi pour les fonctionnaires des collectivités. On pense notamment par exemple aux éboueurs, mais aussi au personnel du médico-social. Et là, on se demande avec quel argent les collectivités vont pouvoir donner ces primes. Oui, c'est toujours facile d'annoncer ce que les autres doivent faire. C'est pour ça que je vais aussi poser cette question, savoir avec quels moyens nous devons aujourd'hui organiser nos collectivités dans le cadre de ce déconfinement, puisque nous savons que nous allons avoir une deuxième vague, que nous allons avoir des défis encore plus grands à remporter. Ça ne pourra pas se faire sans ces moyens financiers, mais aussi humains. Les moyens humains, nous les avons. Nous voyons que nous avons l'énergie dans les territoires. Reste à savoir ce que le gouvernement souhaite nous accorder. Votre réaction également à ce chiffre qui a été dévoilé ce matin devant les sénateurs de la Commission des lois par le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Il estime qu'au moment du déconfinement, il pourrait y avoir entre 10 000 et 15 000 contaminations par jour. Cela paraît énorme. Alors faut-il faire ce déconfinement au 11 mai quand on a cette donnée ? Écoutez, de toute manière, à un moment donné, il va bien falloir déconfiner, c'est évident. On voit bien les conséquences que engendre un confinement. Il faut simplement pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Je ne suis pas sûre que ce chiffre soit vrai. Le professeur nous rappelait qu'il avait effectivement découvert au fil du temps et des jours des notions qu'il croyait acquises, comme le fait qu'une fois que l'on avait eu le Covid, on pouvait penser être immunisé pour 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, nous n'en avons pas la certitude. Donc, effectivement, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Beaucoup de communes, aujourd'hui, se mettent à la fabrication des masques en tissu réutilisables. Donc, on voit bien, encore une fois, que la proximité sera une solution. Une toute dernière question, faut-il les rendre obligatoires pour vous, ces masques? Certains maires ont voulu aller jusque-là. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un geste barrière supplémentaire. Je crois que toutes les mesures qui peuvent permettre de pouvoir contrarier ce virus sont à prendre, effectivement. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Delattre d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous allez donc ouvrir le bal de ces questions de contrôle. J'accueille maintenant Loïc Hervé, sénateur UC de la Haute-Savoie. Je précise également que vous êtes membre de la CNIL. Vous allez d'ailleurs tout à l'heure poser une question sur le traçage et la souveraineté et la perte de souveraineté numérique possible. Est-ce que pour vous, les garanties aujourd'hui présentées par le gouvernement ne sont pas suffisantes ? Déjà, il faudrait qu'on connaisse le dispositif que le gouvernement envisage. Aujourd'hui, on n'en connaît que
des bribes. Et donc ma question sera évidemment sur la question des libertés individuelles. Mais le président de la République a plutôt répondu lundi soir en disant qu'il envisageait une solution avec du volontariat, avec l'anonymisation. Donc open source, un projet européen, ça veut dire des garanties pour vous. Ça veut dire que sur la première partie, sur la partie des libertés, on est plutôt dans une logique de respect des libertés individuelles, du RGPD, du cadre européen, du cadre français, et qu'on n'aurait pas besoin d'une loi spécifique pour un nouveau dispositif. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Deuxième sujet, c'est le sujet de l'universalité. Beaucoup de nos compatriotes ne voudront pas ou ne pourront pas avoir cette application sur eux-mêmes. Donc on se demande l'efficacité. Il faut qu'on se pose la question de savoir comment on répond à ces personnes-là et se pose la question évidemment de l'efficience même du dispositif. Enfin, troisième sujet, c'est le sujet qui est sans doute le plus important, où j'interrogerai le ministre tout à l'heure, qui est la question de la souveraineté numérique du pays. On a vu qu'on avait abandonné nos capacités de production industrielle en matière de médicaments. On voit aujourd'hui que pour fabriquer une application, est-ce qu'on va vouloir le faire nous-mêmes avec nos amis allemands, nos amis suisses, et fabriquer une application européenne dans une culture de protection des données et respectueuse de ce que nous voulons, ou est-ce qu'on va se jeter dans les bras des géants du numérique, les Apple, GAFAM, Google notamment, comme d'habitude, qui eux, évidemment, réagissent très vite, réagissent ensemble et disent « mais nous avons toutes les possibilités à vous offrir ». C'est un vrai gage d'efficacité aussi que ces géants du numérique, Loïc Hervé. Eh bien, c'est un choix politique aussi. Et je pense qu'un pays comme le nôtre, qui dispose de capacités avec l'INRIA, mais aussi avec des acteurs privés qui sont importantes, avec une ingénierie aussi publique, on peut avoir une capacité, je le disais bien avec les Allemands, avec les Suisses, peut-être avec d'autres pays européens, de construire rapidement une application souveraine. C'est juste une question politique, mais c'est aussi une question de capacité de garder cette ingénierie sur le territoire européen. Alors cette application, elle serait notamment utile pour sortir du confinement, pour le déconfinement. D'ailleurs, ce matin, sur ces sujets-là, vous avez auditionné le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Il a donné un certain nombre de chiffres. Il a parlé de contamination de 10 à 15 000 personnes par jour en cette période de déconfinement. Il a aussi dit que ce n'est pas parce que l'on avait eu la maladie que l'on était forcément immunisé. Là-dessus, on n'a aucune certitude. C'est source d'inquiétude. Quelle est votre réaction ? Nous avons entendu ce matin Jean-François Delfraissy juste après la présidente de la CNIL. Et effectivement, les éléments de contexte qu'il nous a donnés sont des éléments qui nous montrent que le déconfinement sera long et progressif. Quand on imagine de maintenir en confinement 18 millions de nos compatriotes, avec tout ce que ça représente en termes de privation de liberté, d'organisation de la société, ça va nous demander, nous notamment au Parlement, d'avoir un accompagnement de ce déconfinement. Beaucoup de Français pensaient que l'effort serait à fournir sur quelques semaines et qu'une fois l'épidémie passée, on retrouverait la vie d'avant. On se rend compte progressivement que ce ne sera pas la vie d'avant et qu'un certain nombre de mesures vont être maintenues et qu'elles vont concerner la plupart d'entre nous dans notre vie, mais y compris les gens qui vont reprendre le travail, y compris des enfants dans les écoles. Quand j'entends parler de la généralisation des masques, il faudra quand même qu'on nous explique concrètement comment on met des masques à des enfants dans une école maternelle, comment on leur fait supporter le masque pendant une journée de classe. Par exemple, ça n'est qu'un petit exemple, mais un exemple qui montre la complexité et l'immensité du problème. Voilà l'ampleur des difficultés. Merci beaucoup Loïc Hervé d'avoir répondu à mes questions et j'accueille à présent Céline Brulin. Bonjour. Vous êtes sénatrice communiste de la Seine-Maritime. Vous allez tout à l'heure d'ailleurs interroger le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Justement, on en parlait à l'instant avec Loïc Hervé, difficulté de faire respecter le port d'un masque ou de gestes barrières par de très petits enfants. Est-ce que pour vous, le retour à l'école prévu à partir du 11 mai, de façon progressive, a dit le ministre, est pour vous une bonne chose? Mais je crois que ce serait aux scientifiques de nous le dire. Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement a quasi systématiquement appuyé ses décisions sur un conseil scientifique et sur une expertise scientifique. Là, nous demandons l'avis scientifique sur cette rentrée, la pertinence de cette reprise des cours à partir du 11 mai. Vous jugez que pour l'instant, ce n'est pas assis sur un avis scientifique suffisant? On ne nous a rien présenté de tel. Il y a de nombreuses questions qui se posent depuis que le président de la République l'a annoncé. Le ministre
ébauche quelques tentatives de réponse, mais tout cela est encore très très flou. Et en même temps, est-ce que l'école à la maison n'est pas synonyme d'aggravation des inégalités sociales? On voit bien le problème qu'il y a aujourd'hui. Il y a aussi urgence à ce que ces publics fragiles retrouvent le chemin de l'école. Nous faisons partie de ceux qui, depuis le début, alertent sur le fait que, effectivement, ces périodes de confinement risquent d'accroître les inégalités. Pour répondre à ces inégalités, il y a des mesures à mettre en œuvre. Par exemple, ne fermer aucune classe en éducation prioritaire. Par exemple, attribuer des postes dans les collèges et les lycées où on en supprime. Par exemple, apporter un accompagnement renforcé aux élèves en difficulté. Je ne crois pas que c'est l'accueil qui va être organisé tant bien que mal à partir du 11 mai, si c'était confirmé, qui répondrait à cette question d'accroissement des inégalités. Une toute dernière question, Céline Brulin, très rapidement. Votre réaction aux primes qui ont été annoncées aujourd'hui, elles sont importantes pour les personnels soignants et puis pour les fonctionnaires. C'est un coup de pouce au pouvoir d'achat est toujours bienvenu, surtout dans une situation extrêmement tendue pour beaucoup de familles. Mais je crois qu'il ne faut plus qu'il y ait de tabou sur la question des salaires, parce que je crois que c'est également une question qui va se poser avec beaucoup de force. Les petites mains, tous ceux qui sont au front pendant cette crise sont les plus bas salaires. Il faut regarder cela aussi. Eh bien, merci beaucoup Céline Brulin. Je vous laisse rejoindre la séance puisque la cloche vient de sonner. On va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle. Je n'en vois point en séance. Il est donc adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Marcel Reynaud, qui fut sénateur de l'Aude de 2006 à 2014. J'ai le souvenir du fauteuil où il siégeait après qu'il ait succédé à Raymond Courrière. J'ai aussi le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Christian Bonnet, qui fut sénateur du Morbihan de 1983 à 2001. J'évoquerai sa mémoire dans quelques temps. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mardi 21 avril après-midi et soir, sous réserve de son dépôt et de sa transmission, du projet de loi de finances rectificative pour 2020 et à l'ordre du jour du jeudi 23 avril prochain, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020 ou l'examen en nouvelle lecture de ce projet de loi. Acte est donné de ces demandes. Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance en première lecture serait fixé au mardi 21 avril à l'ouverture de notre discussion générale. La durée de la discussion générale pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire ou de la nouvelle lecture pourrait d'ores et déjà être fixée à 45 minutes. En cas de nouvelle lecture, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé ce jeudi 23 avril à l'ouverture de la discussion générale. Y a-t-il des observations? Je n'en vois point. Il en est ainsi décidé. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement sous le format adapté déjà mis en place. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et notre site internet. Je vais donner la parole à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, lors de sa dernière allocution télévisée, le Président de la République a salué à plusieurs reprises et à juste titre le rôle primordial assumé par nos maires et nos élus locaux face à la crise. Comme à l'habitude, nos collectivités sont au rendez-vous. Elles produisent un effort inédit, serein mais déterminé, rigoureux et résolument tourné vers le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles et les plus démunis. Elles se préoccupent aussi grandement du tissu économique de leur bassin de vie. Car si la lutte sanitaire est la priorité, la reprise de l'activité économique est le second pilier qui doit guider la reconstruction.
Notre économie devra tirer toutes les leçons de nos échecs passés et des impensés d'une mondialisation béate pour devenir une économie enfin plus respectueuse de notre environnement et résiliente. Ce mot qui résonne pour moi si particulièrement dans cet hémicycle aujourd'hui, puisque mon groupe y portait une proposition de résolution sur la résilience alimentaire il y a quelques semaines de cela. Chômage partiel, mesures d'exonération, pression sur les assurances, l'État est là et il devra continuer à l'être. Fonds de soutien métropolitain d'urgence aux entreprises et à l'emploi comme à Bordeaux. Exonération du paiement de la redevance d'occupation du domaine public ou de loyers communaux dans des centaines de mairies. Fonds de la région Occitanie et de tant d'autres. Les collectivités se surpassent face à la crise car sans leurs interventions, c'est l'entièreté de notre écosystème qui sombrera. Nos élus locaux savent mieux que quiconque quelle politique publique mener en proximité, dans cette République des territoires si chère aux radicaux, et au président Gérard Larcher, dans son expression si juste de ces petites républiques dans la grande. Alors, aux fins de donner durablement corps aux annonces du président de la République, ainsi qu'à l'esprit du projet de loi 3D, décentralisation, différenciation et déconcentration, que vous envisagiez de porter avant l'état d'urgence, quels moyens et quelles compétences votre gouvernement entend-il donner à la France des collectivités? Bénéficieront-elles du nouveau muscle budgétaire et de la confiance qui leur fait tant défaut pour faire encore plus? Je vous remercie. Merci. Et pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame Jacqueline Gourault, vous avez la parole. Madame la sénatrice, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de saluer les efforts accomplis par l'ensemble des élus locaux pour répondre aux besoins de leur population et pour soutenir le tissu économique local. Le gouvernement a également pris des mesures concrètes en ce sens. Nous avons d'abord permis aux collectivités, vous le savez, d'exécuter leur budget dans des conditions beaucoup plus souples qu'habituellement, comme l'avait d'ailleurs demandé le Sénat lors de l'examen de la loi d'urgence. Pour mémoire, je cite la possibilité d'exécuter des dépenses de fonctionnement comme d'investissement avant le vote du budget, reporté, comme vous le savez, à fin juillet, le pouvoir confié directement à l'exécutif local de souscrire des lignes de trésorerie ou d'attribuer des subventions aux associations qui jouent aussi sur le terrain un rôle très important, et le pouvoir confié au président de région d'attribuer directement des aides aux entreprises. Par ailleurs, le gouvernement a immédiatement pris la décision de suspendre les contrats dits de Cahors, de maîtrise de la dépense publique, conscient de la pression qui risque d'être exercée sur les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. En outre, des mesures ont été prises dans le champ des aides aux entreprises. Vous le savez, un fonds national de solidarité a été créé, principalement financé par l'État à hauteur de 5,5 milliards, mais il l'est également par les régions pour un montant de 500 millions et une dérogation ponctuelle et exceptionnelle à la répartition des compétences des collectivités en matière d'aide aux entreprises permet aux communes, aux EPCI et départements de participer au fonds par convention avec l'État. Enfin, État et collectivités doivent s'organiser pour que les entreprises disposent d'interlocuteurs bien identifiés dans une logique de guichet unique. Je veillerai bien sûr à l'avenir à ce que les collectivités qui participent soient dûment associées aux procédures et informées des aides accordées sur leur territoire. Ce n'est que dans une logique partenariale, très forte qu'État et collectivités trouveront les solutions les plus adaptées pour préparer l'avenir de nos territoires. Le gouvernement veut répondre à la crise qui nous touche et c'est par elle que se préparera l'après. Merci. La parole est à notre collègue Céline Brulin pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis le début de l'épidémie, les décisions du gouvernement sont appuyées sur l'expertise de scientifiques. Pouvez-vous nous communiquer l'avis scientifique qui indique la pertinence d'une réouverture des établissements scolaires le 11 mai prochain? Pouvez-vous nous dire quels seront les enfants prioritairement invités à aller à l'école, puisque vous avez indiqué que cette reprise ne serait ni simultanée ni obligatoire? Pouvez-vous nous dire quel matériel et en quelle quantité seront mis à disposition des personnels de l'éducation nationale comme des agents territoriaux? Les soignants manquent encore de tout aujourd'hui, c'est très inquiétant. Quelles consignes et quels moyens seront donnés aux collectivités pour assurer l'entretien ou la
la désinfection régulière, par exemple, des locaux? Devront-elles assurer la restauration ou le transport scolaire? Quelle stratégie de test est prévue? Il semble que les enfants et les jeunes soient des porteurs asymptomatiques du Covid-19. Si l'on veut donc enrayer efficacement l'épidémie, il paraît indispensable de les dépister, tout comme le personnel enseignant. Tout semble indiquer, Monsieur le Ministre, que la date du 11 mai a été annoncée sans que ces questions aient été examinées. Ce sont pourtant ces réponses que les Français attendent. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, monsieur Jean-Michel Blanquer. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Toutes les questions que vous avez posées sont évidemment importantes et c'est justement ces questions que nous traitons actuellement, que nous avons traitées aussi en préparant le déconfinement. Et vous seriez la première à vous étonner si nous les traitions verticalement depuis le gouvernement sans concertation. C'est donc à la fois en consultant les autorités de santé, mais aussi en discutant avec les organisations syndicales, avec les représentants des associations d'élus, AMF, ADF, ARF, mais aussi avec les fédérations de parents d'élèves, avec les représentants des lycéens, bref, toutes les parties prenantes du sujet scolaire que nous avançons. Bien entendu, la vision qu'on doit avoir, elle est mondiale aussi, elle est internationale, elle est européenne. Nous faisons beaucoup de comparaisons européennes et il y a plusieurs pays qui ont déjà commencé à décider le déconfinement et nous regardons avec beaucoup d'attention leur stratégie de déconfinement. Le mot-clé, vous le savez, il a été prononcé par le président de la République, c'est le mot de progressivité. Ce mot de progressivité signifie que le 11 mai, vous n'aurez pas un fonctionnement normal des écoles, des collèges et des lycées comme si de rien n'était. C'est tout le contraire et nous avons été très clairs depuis le début. Cela va être progressif, cela signifie que vous n'aurez pas tous les élèves tout de suite. Ça signifie que nous agirons à la lumière des principes qui ont été affichés par le président de la République, c'est-à-dire profondément à la lumière d'un principe qui ne devrait pas vous choquer, c'est-à-dire le principe social. Si nous faisons tout cela, c'est pour des raisons sociales. Si nous ne finissons pas le confinement suffisamment tôt, il y aura des désastres sociaux pour les élèves les plus éloignés de l'école. C'est ce point-là auquel vous devriez être très sensible aussi. Mais bien entendu, nous allons veiller à la sécurité sanitaire de tous. C'est notre premier principe, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. Et ça passe par la réponse aux différentes questions que vous avez posées, et à quelques autres aussi d'ailleurs. Par exemple, le travail avec les collectivités locales sur les équipements, sur le nettoyage avant l'arrivée des élèves, sur l'éventuel port du masque, etc. Tout ceci est travaillé et vous aurez toutes vos réponses lorsque le Premier ministre exposera le plan général dans moins de 2 semaines. Je vous remercie. Madame Brulin. Tout que la concertation ne s'engage qu'après l'annonce de la date, ça c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que les Français ne sont pas dupes des valeurs que vous usurpez. Parce que oui, le confinement aggrave les inégalités sociales. Je fais partie de ceux qui, dès le début, ont alerté là-dessus. Mais si on veut répondre à cette question-là, alors, comme je vous l'ai proposé, il faut empêcher, annuler les fermetures de classes en éducation prioritaire à la prochaine rentrée. Il faut doter nos collèges et nos lycées de postes supplémentaires alors que certains sont supprimés. Voilà comment on résoudra les inégalités sociales dans l'école. Je crains que les Français qui pensent aujourd'hui qu'on veut instaurer un système de garde de leurs enfants pour que les salariés, les parents salariés, travailleurs retournent plus vite à la production soient renforcés par la manière dont vous concevez ce déconfinement progressif, dites-vous, mais très partiel et très inégalitaire. Merci. La parole est à notre collègue Martine Filleul pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La crise que nous traversons exacerbe les inégalités car comme toutes les crises, elle frappe d'abord et surtout les plus fragiles, les moins protégés. Des femmes et des hommes sont aujourd'hui abandonnés à leur sort. Je pense aux sans domicile fixe, aux migrants, aux populations roms qui vivent dehors dans les squats, les bidonvilles ou des campements de fortune, mais aussi dans des centres de rétention. Alors que le confinement et la distanciation sociale sont nos principales armes contre l'épidémie, ces mesures sont inapplicables dans ces endroits où les conditions de vie et d'hygiène sont désastreuses. Une centaine d'associations et d'ONG, une centaine,
a saisi les Nations Unies pour demander au gouvernement français de mieux inclure ces personnes dans la gestion du coronavirus. Mais je pense aussi aux autres invisibles, aux familles monoparentales, aux étudiants, aux jeunes qui ne bénéficient pas du RSA, à ceux en fin de droit et précaires, souvent exclus du numérique. Les maires et les associations font un travail exceptionnel pour répondre à ces problématiques, mais les moyens sont insuffisants. 19 présidents socialistes de départements ont réclamé l'instauration d'un revenu de base universel pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté, amortir le choc social prévisible. Le gouvernement, lui, a mis beaucoup d'argent sur la table pour éviter le naufrage économique, alors même que les actionnaires continuent de percevoir des dividendes. Le gouvernement doit aussi éviter le naufrage social. 1 mois de confinement, et ceux-là n'ont eu droit qu'à bien peu d'égards. Vous venez juste de décider d'une aide exceptionnelle qui ne peut rien résoudre dans la durée et ne concerne que les familles avec enfants. Pourtant, une société se grandit quand elle prend soin des plus fragiles. Que comptez-vous faire pour les protéger durablement? Comptez-vous reprendre cette proposition de revenu de base, l'expérimenter? Comme l'a dit le président de la République, les décisions de rupture sont nécessaires. Nous les attendons et ils nous attendent. Merci, Monsieur le ministre. Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de la Ville et du Logement, Monsieur Denormandie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous évoquez d'abord l'accompagnement que nous faisons aux plus fragiles, notamment aux sans domicile fixe ou aux personnes vivant dans les bidonvilles. Et je voudrais être très clair avec Olivier Véran, sous le contrôle du Premier ministre. Nous avons toujours dit que la réponse à la crise sanitaire que nous traversons, elle est évidemment d'abord sanitaire, elle est ensuite économique, mais elle est également sociale. La solidarité ne doit pas être une victime du Covid-19 et ce volet social, j'insiste, est extrêmement important. Et donc vis-à-vis des plus précaires, de ceux qui vivent malheureusement à la rue, les premières dispositions que nous avons prises, ça a été de réquisitionner des chambres d'hôtel pour les mettre à l'abri, justement. Au moment où je vous parle, depuis le début du confinement, c'est près de 10 000, je dis bien 10 000 places d'hôtel que nous avons réquisitionnées. Hier soir, c'est 174 000 personnes qui ont été accueillis et mis à l'abri dans les centres d'hébergement d'urgence. Et pour celles et ceux qui sont atteints du Covid-19, mais qui ne nécessitent pas d'être hospitalisés, nous avons créé, avec les associations que je salue, plus de 80 sites partout sur le territoire, en métropole et sur les territoires ultramarins. Et puis le deuxième volet que vous évoquez, c'est cette solidarité, cette politique sociale vis-à-vis des plus précaires, parce qu'aujourd'hui des dépenses sont accentuées, parce que la cantine qui avant permettait de bénéficier aux enfants, aujourd'hui n'est plus là. Pour ce faire, avec Olivier Véran, avec le Premier ministre, nous avons annoncé aujourd'hui une aide exceptionnelle, une aide d'urgence sociale à destination de toutes les personnes au RSA, à l'ASS, pour 150 € pour ces couples, mais également à hauteur de 100 € par enfant pour ces personnes au RSA et à l'ASS, mais également à hauteur de 100 € par enfant pour toutes les personnes aux APL. Au moment où je vous parle, c'est 4 millions de foyers, je dis bien 4 millions de foyers, qui vont pouvoir bénéficier de cette aide exceptionnelle à compter du 15 mai, avec une grande rapidité et sans aucune démarche à faire. Je crois que là aussi, c'est un témoin de cette solidarité qui est nécessaire. La réponse, encore une fois, elle est sanitaire, économique, mais aussi sociale. Vous avez tout à fait raison. Et merci. La parole est à notre collègue Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans son adresse aux Français, le président de la République a tracé lundi un horizon pour le déconfinement. Cet horizon est encore lointain, mais il a le mérite d'exister. Car beaucoup de Français veulent déjà être prêts pour l'après, qu'ils soient en première, en deuxième ou en troisième ligne. La pandémie n'a pas entamé leur volonté de construire le futur. Je salue ici leurs efforts et leur discipline. Nous leur devons un langage de clarté. Cela vaut notamment pour le bâtiment. Le secteur est particulièrement impacté par la crise qui paralyse notre économie. Pour de très nombreuses entreprises, le coup d'arrêt est brutal. Même si les chantiers reprennent au cas par cas, lorsque les conditions sanitaires sont réunies, de nombreux patrons craignent pour leurs employés et pour la survie de leur entreprise. Outre ces difficultés actuelles, des préoccupations surgissent,
déjà concernant l'avenir et la reprise future des activités. En effet, suite à la neutralisation des délais administratifs, de nombreuses collectivités territoriales ont suspendu l'instruction des dossiers de permis de construire. Sachant que les délais de recours demeureront incompressibles, les retards s'accumulent aujourd'hui, devront être purgés le moment venu. En outre, la prorogation d'1 mois des délais d'autorisation après la fin de l'état d'urgence sanitaire risque d'aggraver la donne. Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement pour éviter un faux départ au moment du déconfinement? La situation est trop grave pour que nous nous permettions d'ajouter aux difficultés actuelles des difficultés futures. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de la ville et du logement, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison. Le bâtiment, la construction, c'est une impérieuse nécessité aujourd'hui pour la maintenance des bâtiments, pour la maintenance des logements, mais également une partie de la reconstruction et une partie de l'après. Et donc, il nous faut les soutenir. Alors, la première des choses que nous avons faites avec le ministre de l'Économie, avec la ministre du Travail, ça a été de sécuriser autant que faire se peut l'ensemble des travailleurs du secteur du bâtiment. Avec l'ensemble des fédérations, nous sommes convenus d'un guide sanitaire pour permettre, là où c'est possible, dans une totale sécurité des travailleurs, la reprise d'un certain nombre de chantiers. Alors même que nous observions qu'à peu près 9 chantiers sur 10 étaient à l'arrêt. Et puis, vous avez raison de pointer du doigt des ordonnances que nous avions prises le 25 mars dernier, qui rallongeaient un certain nombre de délais, les délais de recours, les délais de droit d'urbanisme, les délais de prescription, de préemption. Et l'ensemble de ces délais, vous, monsieur le sénateur, vous l'avez mis en avant. Vous aviez raison. Le président Patria l'a mis en avant, il avait raison. Le président Retailleau l'a mis en avant, et il avait raison également. Et donc, suite à l'ensemble de ces remontées de terrain, près de 3 semaines après le début de ces ordonnances, nous les avons d'ores et déjà changées, et j'ai eu l'honneur de les présenter ce matin avec la garde des Sceaux en Conseil des ministres. Ce fameux délai tampon de 1 mois que vous évoquiez, lorsque un permis de construire ou une décision, une autorisation d'urbanisme était donnée, nous y avons mis fin ce matin. S'agissant des recours, jusqu'à présent, les ordonnances du 25 mars disaient que si un dossier avait encore un délai de recours en entrant dans la période sanitaire, en sortie de période sanitaire, il y avait non seulement un délai de 1 mois, mais en plus on repartait à zéro. Ça n'était pas possible. Et donc là aussi, nous avons changé la chose. Et lorsqu'il restait 10 jours de délai de recours avant la période sanitaire, il restera 10 jours de délai de recours après la période sanitaire. Donc nous avons entendu ces remontées de terrain et nous vous en remercions. Et nous avons d'ores et déjà corrigé ces choses. Il va nous falloir soutenir, continuer à soutenir ce secteur ô combien important aujourd'hui, mais surtout demain. Merci, monsieur Wattebled. Pour vos précisions, aujourd'hui, il y a un manque complet de masques pour certaines entreprises. Je compte sur le gouvernement pour le jour de la fin du déconfinement, que l'entreprise ait les masques suffisamment pour pouvoir retourner au travail. Merci. Je vais donner la parole au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, monsieur le président. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, et merci aussi à Julien Denormandie. Ainsi donc, ce sera le 11 mai, normalement. Lundi soir, le président de la République, devant des millions de Français, a annoncé cette date pour un possible déconfinement. Jusqu'à cette date, au moins, le remède, c'est le confinement. À partir de cette date seulement, la généralisation du port du masque et une extension du dépistage. Pourquoi, sur ces 2 sujets, attendre encore, attendre plus? Je m'interroge et je vous interroge, monsieur le Premier ministre, sur la stratégie française qui consiste à tout miser sur le confinement. Entendez-moi bien, la stratégie du confinement est indispensable, notamment pour soulager nos hôpitaux. Mais elle a des effets collatéraux énormes. Elle permet sans doute, cette stratégie, d'endiguer dans un premier temps, de freiner l'épidémie, mais pas de l'arrêter. En face du virus, nous n'avons pas que des incertitudes, nous n'avons pas que des échecs. Dans le monde, des pays en Asie, en Europe, ont eu des succès. À chaque fois, leur stratégie est une stratégie massive, offensive, qui mêle la détection et la protection. La détection parce que face au virus, face à l'épidémie, il faut la connaître pour combattre cet ennemi. Il faut dépister massivement, dépister pour voir cette évolution, dépister pour détecter, soigner, diagnostiquer, pour localiser,
pour tracer, pour isoler, y compris peut-être dans les hôtels. Il faut le faire maintenant. La généralisation, bien entendu, des mesures barrières et notamment des masques tout de suite. Monsieur le Premier ministre, je sais que la tâche est difficile, je ne l'ignore pas. Mais depuis le début, ça ne va pas assez vite. Il y a des lenteurs, des lourdeurs, des ratés. Le président de la République l'a reconnu. Il faut que vous bousculiez absolument ces pesanteurs. Et je vous demande à partir de quand notre pays, la France, pourra enfin combiner une stratégie défensive avec une stratégie offensive. C'est ce que font les pays qui ont eu un succès. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Retailleau. La stratégie française, vous l'avez dit, Monsieur le Président, a été de mettre en œuvre le confinement pour éviter qu'un afflux de cas sévères se présente à l'hôpital dans les services de réanimation et que cet afflux soit tellement important que les capacités d'accueil en service de réanimation dans l'hôpital français en général soient dépassées. Je ne crois pas, Monsieur le Président, je le dis sans esprit de polémique, que toute la stratégie française se soit résumée au confinement. Ça a été un instrument extrêmement important pour éviter le dépassement de notre capacité hospitalière, dépassement qu'on a constaté dans d'autres pays. Et de ce point de vue-là, et je le dis avec d'abord une immense modestie et beaucoup de prudence, de ce point de vue-là, nous avons réussi. Les capacités d'accueil hospitalière françaises n'ont pas été dépassées, le système a tenu au prix d'une pression considérable et d'efforts absolument admirables, mais il a tenu. Mais nous ne nous sommes pas cantonnés à organiser le confinement et ensuite attendre que les choses se passent. Vous l'imaginez bien. C'est la raison pour laquelle nous avons veillé à ce que, dans le même temps, notre appareil productif puisse être développé, réorganisé à bien des égards, pour pouvoir nous donner les instruments nécessaires, les instruments sûrs, pour sortir progressivement de ce confinement et pour nous protéger contre le virus. C'est pour cela que les capacités de production des masques chirurgicaux et FFP2 françaises ont été accrues et nous avons commencé très tôt à faire en sorte d'accroître cet effort productif. Je reconnais, Monsieur le Président Retailleau, et vous le savez bien, et au fond, tous ceux qui sont de bonne foi le savent, que expliquer à une entreprise qui a des capacités de production qu'elle doit multiplier par 2 ou par 3 ses capacités de production, ça ne se fait pas en un instant, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut investir dans des machines, il faut sécuriser des circuits de distribution, il faut acheter la matière première, il faut former les femmes et les hommes. Bref, cela prend du temps et l'augmentation des capacités productives nationales en matière de masques chirurgicaux FFP2, masques chirurgicaux et masques FFP2 a pris du temps. Mais elle s'est considérablement accrue et l'objectif qui a été rappelé par le ministre des Solidarités et de la Santé, qui a été rappelé par le Président, c'est d'arriver à une forme d'autonomie nationale en matière de production de masques FFP2 dans les plus brefs délais. Nous avons également développé, c'est une autre partie de la réponse, la normalisation, la certification de masques dits grand public qui vont permettre à l'ensemble de nos concitoyens de s'équiper en masques anti-projection qui seront un élément supplémentaire de protection. Un mot à ce sujet, Monsieur le Président Retailleau, car vous avez raison, nous devons toujours apprendre de nos voisins ou de nos partenaires lorsqu'ils réussissent mieux que nous. C'est un principe, là aussi, d'humilité, c'est aussi un principe d'intelligence. Lorsque ça marche ailleurs, il faut évidemment s'en inspirer. Mais alors regardons la totalité de ce qui se passe ailleurs. Voyons notamment que dans des pays où l'on a utilisé beaucoup de tests et où l'on a utilisé beaucoup de masques, on en arrive parfois au confinement parce que cela ne suffit pas. Regardez ce qui est en train de se passer au Japon. Regardez ce qui est en train de se passer à Singapour, qui sont des pays dont on peut dire qu'à la fois ils sont très différents de nous et en même temps ils ont sur ce sujet eu une politique qui a d'ailleurs pendant quelques semaines, voire quelques mois, été présentée comme exemplaire. La vérité, c'est qu'ils en viennent eux aussi au confinement. Ce qui prouve, encore une fois, que nous devons aborder ces sujets avec humilité, ce qui paraît évident à un moment ou à un endroit, l'est parfois un peu moins lorsque sur la durée on l'observe et on voit son impact. Notre objectif n'est pas de faire en sorte que le 11 mai, on revienne à la situation qui prévalait juste avant le confinement. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut fixer un objectif.
Il faut dire que cette période de confinement ne peut pas durer à l'infini, bien entendu. Il faut se fixer un objectif, c'est ce qu'a fait le président de la République, et il faut se donner les moyens de tenir cet objectif en respectant scrupuleusement le principe de sécurité sanitaire, de préservation de la santé des Français et de continuité de la vie de la nation, les 3 principes que le président de la République a évoqués. Se donner les moyens d'arriver à atteindre cet objectif. Cela passera, le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, par une reprise progressive de l'école. Progressive parce qu'on imagine bien que dans bien des endroits du territoire, on commencera peut-être par telle ou telle classe, on commencera peut-être par réorganiser la journée autour de rythmes qui seront un peu différents de ceux qui prévalaient auparavant. On essaiera peut-être d'utiliser les locaux des écoles de la façon un peu différente de celle qui prévalait jusqu'auparavant. Ce qui nous conduira forcément, et heureusement d'ailleurs, Monsieur le Président, à travailler avec les maires, avec les élus locaux. Nous ne pouvons pas réussir, entre guillemets, ce déconfinement seuls. Je le disais plusieurs fois sous le thème presque, non pas de l'humour, mais jamais personne n'a effectué ce que nous allons collectivement effectuer. C'est un territoire inexploré. Le déconfinement aussi massif, avec le risque sanitaire et avec les difficultés que nous connaissons, est quelque chose qui n'a pas de précédent. Bon, abordons-le avec humilité, abordons-le avec une logique prudente, expérimentale, si j'ose dire. Essayons de tester les choses. Je voudrais en terminer par là. Vous nous encouragez à une vision offensive. Nous allons évidemment développer les tests, nous allons développer les masques, faire en sorte que chacun puisse en obtenir. Mais il nous faudra sans doute accepter l'idée de tester des méthodes dans certains endroits, ce qui posera 1000 questions. Et je sais que 1000 personnes viendront nous voir en nous disant « Pourquoi vous essayez ça ici et pas là-bas ? Pourquoi vous essayez ça ? Ça veut dire que vous n'en êtes pas sûr. » Nous aurons l'humilité d'expliquer qu'il nous paraît utile et intelligent d'expérimenter cette méthode pour ensuite pouvoir la développer. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à notre collègue Laurent Lafon pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur la question de la réouverture des écoles à compter du 11 mai prochain, réouverture progressive, bien entendu. Nous avons bien compris qu'à compter de l'annonce du Président de la République, une phase de 15 jours s'ouvrait, une phase de dialogue, de concertation, durant laquelle vous ne pouvez pas être très précis dans les réponses et que tout était reporté à une annonce à la fin de ce mois du Premier ministre. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'entre l'annonce du plan global à la fin de ce mois et la date du 11 mai, il restera moins de 2 semaines. 2 semaines, c'est court pour les collectivités et les familles pour s'organiser, se préparer à cette date du 11 mai. Alors même si, par respect de cette phase de concertation, vous ne pouvez pas répondre de manière précise, je voudrais quand même revenir sur quelques questions qui pourraient orienter notamment les collectivités locales sur ce qu'elles ont à faire dans l'immédiat. D'abord, nous avons bien compris que l'objectif du 11 mai, c'était une réouverture progressive. Est-ce que l'objectif global est une réouverture intégrale de l'ensemble des écoles d'ici la fin de l'année scolaire? Je voudrais savoir aussi, parce que vous n'avez pas évoqué, me semble-t-il, la question du téléenseignement. Va-t-il se poursuivre pendant toute la durée où nous serons encore dans une montée progressive des effectifs? Sur la question des activités périscolaires, vous savez que les collectivités sont très engagées, que ce soit les accueils, les temps de restauration, le transport scolaire. Qu'attendez-vous précisément des collectivités dans cette phase? Est-ce que le fait de les réouvrir sera laissé à leur initiative, puisque après tout ce n'est pas une compétence obligatoire, ou est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une décision d'ensemble qui soit prise? Et enfin, sur la question du matériel, des matériels, j'ai bien noté la phase expérimentale auquel le Premier ministre nous appelait. Néanmoins, il est vrai que pour les collectivités, y compris pour ce qui ne relève pas du temps scolaire, la cantine, s'il y avait des directives au niveau notamment du comité scientifique, sur les mesures à mettre en œuvre, sur le matériel à acheter et sur les procédures à prendre, ça les aiderait grandement et sans attendre un délai qui pourrait être trop court dans certains cas, ça les aiderait grandement à s'organiser. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lafon. Les questions sont précises et les réponses
nous amène à une sorte d'arbre de décision. Autrement dit, nous savons qu'il y a un spectre de réponses aux questions que vous venez de poser et nous les travaillons avec nos interlocuteurs. Il y a donc eu une préparation en amont de la phase dans laquelle nous sommes, de même qu'il y aura un travail en aval du travail que nous sommes en train de faire. Il est exact de dire qu'après la concertation, il y aura donc le discours du Premier ministre et ensuite nous aurons environ 2 semaines pour nous préparer. Il y aura une dimension expérimentale pendant ces 2 semaines. Nous pourrons expérimenter dans certains endroits certaines approches et ce sera intéressant de le faire notamment avec à la fois des collectivités volontaires et aussi des personnes volontaires. Mais ce qui est certain, c'est que l'objectif que nous nous fixons, c'est d'arriver à accompagner nos élèves de début mai jusqu'à la fin juin, selon des modalités qui sont totalement inédites, que nous sommes en train, en quelque sorte, d'inventer. Ce ne sera pas la classe comme avant. Ce qui permet de répondre à une bonne partie de vos questions. D'abord, sur la question de la totalité des écoles, des collèges et des lycées. Oui, sur le plan des bâtiments, l'objectif est d'ouvrir. C'est en tout cas la perspective que nous ouvrons et nous en discutons avec chacun des interlocuteurs. Deuxièmement, vous avez demandé s'il y avait des activités périscolaires envisagées. Là aussi, ça fait partie des choses qui se discutent, mais à mes yeux, il est souhaitable que nous puissions soulager l'école d'un certain nombre d'élèves pendant qu'il y a classe, précisément parce que nous allons faire des petits groupes. Et j'ai discuté par exemple avec la ministre des Sports de la possibilité d'avoir des activités sportives correspondant aux règles sanitaires pour les élèves, et en tout cas d'avoir la possibilité ainsi d'avoir moins d'élèves à la fois à l'école. Enfin, vous avez demandé ce qu'il y avait en matière d'équipement, quelle doctrine on devait avoir en matière d'équipement. Là aussi, ça se discute avec les collectivités locales. C'est typiquement un sujet sur lequel on suit les règles sanitaires. Il y aura bien entendu, avant le 11, du nettoyage nécessaire, et nous en parlons là aussi avec les collectivités, de façon à ce que les personnels et les élèves arrivent dans les meilleures conditions. Donc chacun des points fait l'objet d'une expertise. Cette expertise ensuite aboutit à des décisions possibles. Nous les discutons avec les interlocuteurs et c'est cela qui nourrira le plan du Premier ministre que nous présenterons. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Arnaud de Belenet pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire d'État en charge de la fonction publique, chers collègues, lundi, le Président de la République esquissait des pistes pour la France d'après, le pacte social à convenir pour la France d'après, et cela me semble évidemment essentiel. Demain, mais d'ores et déjà, et il le démontre dans la crise chaque jour, nos institutions et nos agents publics sont en première ligne pour assurer la continuité des services essentiels à notre nation. Et au-delà, ils maintiennent l'unité du pays, le maintiennent debout, garantissent l'attention à chacun, la concorde et la paix. Le Président confie au gouvernement des décisions dans des délais rapides, notamment pour soutenir plus avant le secteur privé et particulièrement les libéraux et les indépendants, mais aussi accompagner nos 3 versants de la fonction publique. Nous pensons à l'hospitalière qui bénéficiera de dispositions particulières marquant notre reconnaissance et leur importance collective, aux forces de sécurité civiles et militaires, aux enseignants qui maintiennent un lien essentiel là où les inégalités sociales sont les plus fortes et les plus criantes en ce moment. Nous pensons aussi aux très nombreux fonctionnaires, notamment d'État et territoriaux, qu'on cite moins. Ils prennent des risques, ils ne comptent pas leurs heures, ils font souvent face à une surcharge de travail importante. Je pense aux services sociaux, de protection de l'enfance, de la justice, aux centrales ministérielles, aux fonctions support, mais aussi à la collecte d'ordures ménagères, aux CCS, aux polices municipales, aux services techniques et tant d'autres. Leur engagement et leur dévouement ont été reconnus par plusieurs mesures par le passé, comme pour le secteur privé, comme la suspension du délai de carence en cas de congé pour maladie ou le placement en autorisation spéciale d'absence pour les agents vulnérables. Mais, Monsieur le Ministre, une prime exceptionnelle existe pour les salariés du privé. Rendre possible une prime pour les agents publics des 3 versants est annoncée. Elle est légitime, elle est attendue. Pouvez-vous nous préciser ces critères d'attribution, de modulation et les délais de sa mise en œuvre? Je vous en remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action des Comptes Publics, Monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur de Belenet. Chacun des exemples que vous avez cités vient témoigner de l'importance de l'action des agents publics, titulaires et contractuels, de tout statut, dans notre quotidien et pour assurer la continuité de la vie de la nation. Et votre question est l'occasion pour moi de les remercier, de leur dire, je crois, la reconnaissance de toutes les Françaises, tous les Français pour leur travail au quotidien. Les fonctionnaires hospitaliers, vous les avez cités en premier, c'est normal dans cette période, mais aussi tous ceux des 2 autres versants qui sont particulièrement mobilisés.
Le président de la République avait indiqué sa volonté de reconnaître l'engagement des agents dans cette période de crise et notamment de reconnaître celles et ceux qui font face à un surcroît d'activité. Sous l'autorité du Premier ministre, nous avons travaillé en ce sens et les fonctionnaires hospitaliers, les personnels soignants et non soignants bénéficieront du paiement rapide et majoré des heures supplémentaires, comme l'a indiqué le ministre de la Santé, mais aussi du versement d'une prime plus forte dans les territoires et les hôpitaux particulièrement confrontés au virus du Covid, mais aussi dans l'ensemble des territoires. Nous travaillons aussi, le Premier ministre l'a rappelé après le Conseil des ministres de ce matin, en lien avec les employeurs des EHPAD, des agents des EHPAD, que ce soit les départements, le réseau associatif, mutualiste, pour faire en sorte que les salariés des EHPAD, publics et privés, puissent aussi être reconnus dans cet exercice si particulier qu'ils apportent auprès de nos aînés. Concernant la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, nous avons arrêté le principe d'une prime exonérée de cotisations et de fiscalité. C'est le cas pour les 3 versants. Le projet de loi de finances rectificative permet cette défiscalisation et cette exonération. Prime d'un montant plafond de 1 000 € que chacun des ministères pourra attribuer aux agents connaissant un surcroît d'activité, quelle que soit leur situation, de manière fractionnée, s'il le juge utile ou pour tenir compte de la réalité des engagements, de l'intensité des engagements de chacun des agents publics dans cette période, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, à la demande de très nombreuses associations d'élus, nous avons créé la même possibilité, une prime défiscalisée et désocialisée d'un montant maximum de 1 000 € à la main des collectivités qui en décideront du montant dans la limite de ce plafond, qui décideront du périmètre des agents éligibles et de leur volonté ou non, évidemment, de les verser en application du principe de libre administration. C'est une reconnaissance matérielle de l'engagement des agents qui vient s'ajouter à la reconnaissance et à l'hommage moral que nous leur rendons les uns et les autres. L'engagement est ainsi tenu. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Mouiller pour le groupe Les Républicains. Monsieur Mouiller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais aborder 3 sujets. Dans son allocution lundi soir, le président de la République a reconnu que la pandémie avait révélé des failles et des insuffisances. On ne peut malheureusement que souscrire à son propos, tant les failles et les insuffisances sont nombreuses. Et elles vont bien au-delà de notre système de santé. La crise s'est comportée comme un révélateur et les difficultés que rencontrent les personnes les plus fragiles nous ont sauté aux yeux. La situation dans les EHPAD a vu notre très grande difficulté à protéger nos aînés. La crise a montré de façon criante l'écueil que constitue pour la personne handicapée l'accès aux soins. Ce n'est pas simple en temps normal, c'est devenu presque impossible en temps de crise. La fermeture des internats pour enfants en situation de handicap a conduit à des retours au domicile de leurs parents, entraînant pour ces derniers une situation délicate. Là encore, la crise a mis le doigt sur le manque de moyens d'accompagnement que connaissent trop souvent les proches aidants. Et nous pourrions également évoquer les difficultés grandissantes des Français les plus pauvres, des mères isolées, des travailleurs précaires, des mal logés. Monsieur le ministre, si le confinement n'est pas toujours facile à vivre pour les Français, il est encore moins pour les plus fragiles d'entre eux et la pandémie aura joué un rôle de révélateur implacable. Quelles leçons vis-à-vis des plus fragiles comptez-vous tirer? Dans son allocution, le président de la République a vanté ce qui est nouveau, les vertus du port du masque pour tous, dont acte. Il a indiqué que les masques seront distribués par les communes, mais il n'a pas été précis sur certains points. D'où viendront ces masques? Qui financera? Les maires se posent déjà des questions. Certaines communes ont pris les devants et commencé à acheter des masques en priorité pour le personnel médical. Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable qu'elles bénéficient sur ces achats d'un taux de TVA réduit? Enfin, Monsieur le Ministre, nous avons bien compris que le confinement est pour l'instant la seule véritable réponse que nous sommes en mesure d'opposer à la maladie. Cela met en grande difficulté les professionnels du tourisme. Les restaurants et les hôtels sont fermés. Comment dès lors accepter que les plateformes en ligne continuent de proposer la location saisonnière des destinations de vacances? Je vous remercie pour vos réponses. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Véran, vous avez la parole. Électrique. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Philippe Mouiller. Merci pour votre question qui me permet de revenir sur l'annonce qui a été faite en sortie de Conseil des ministres par le Premier ministre il y a à peine 1 heure ou 2 de cela. Vous avez raison de souligner que la situation est difficile pour tous les Français, qu'elle l'est plus encore pour les plus précaires d'entre nous. L'accès à la cantine n'est plus garanti, parfois le repas coûte quelques centimes, ça n'est plus le cas. L'accès aux supermarchés qui parfois proposent des prix préférentiels est beaucoup plus complexe et souvent les courses se font à la supérette de quartier dont les tarifs ne sont pas forcément les mêmes. Parfois, il y a des compléments de salaire qui sont autorisés par des activités complémentaires pour les plus précaires et qui ne sont plus aujourd'hui rendus possibles. Et puis les associations qui font un boulot formidable sur tout le territoire national et les banques alimentaires n'arrivent pas nécessairement à répondre à toutes les demandes considérant
le contexte particulier que nous traversons. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'engager pour plus de 850 millions d'euros un dispositif de prime exceptionnelle de solidarité à destination des 4 millions de foyers les plus précaires de notre pays. Sont concernés des familles avec enfants, mais aussi des travailleurs pauvres, des bénéficiaires du RSA. Tous les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'ASS percevront 150 € de prime qui sera versée dès le 15 mai. Une somme de 100 € par enfant sera versée également à tous les bénéficiaires du RSA, de l'ASS et aux bénéficiaires de l'aide au logement. Je le disais, 4 millions de ménages sont concernés. C'est un travail qui a été porté avec mon collègue Julien Denormandie, mais également les secrétaires d'État Christelle Dubos. Nous avons travaillé en lien avec les associations qui nous demandaient ce dispositif. Je m'excuse parce que je n'ai répondu qu'à cette partie de votre question. Sur toutes les questions de masques grand public, vous l'avez compris, le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, nous avons 15 jours pour présenter un plan complet, stratégique, transparent, qui donnera les réponses à toutes les questions légitimes que vous vous posez, que les maires se posent, et au-delà même, que tous les Français se posent. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Sophie Taillé-Polian pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. L'inquiétude est forte et les questions de mes collègues s'en sont fait écho. Et il est vrai que le sentiment qui domine aujourd'hui, c'est encore celui de l'impréparation du gouvernement. Vous renvoyez la définition des conditions requises pour préserver la santé des enfants et des personnels à la concertation, dont acte, mais d'ores et déjà, vous avez annoncé un certain nombre de choses. Vous avez parlé du respect de la distanciation et vous avez aussi annoncé qu'on commencerait par les écoles primaires, dont les maternelles. Peut-on demander à des enfants de maternelle de respecter les gestes barrières? Peut-on encore demander à un enseignant d'apprendre à un enfant à écrire en restant à 1 mètre de lui? Pourquoi envisagez-vous de rouvrir les écoles primaires avant les collèges et les lycées? Vous disiez encore tout à l'heure, concertation il y aura, plan national qui sera annoncé par le Premier ministre, dont acte. Mais vous disiez aussi progressivité. Et s'il y a progressivité, la question qui se pose pour notre actualité quotidienne, ce sera comment comptez-vous améliorer l'école à la maison d'ici le 11 mai, puis après le 11 mai, pour ceux qui ne retourneront pas dans leurs établissements scolaires ou pas tout de suite? Et enfin, qu'avez-vous prévu pour rétablir l'égalité à la rentrée entre ceux qui auront repris le chemin de l'école, ceux qui n'auront pas eu cette possibilité? Monsieur le ministre, le vrai enjeu, c'est quand même la rentrée scolaire. On a aujourd'hui des cartes scolaires qui ont été annoncées, des fermetures qui sont toujours envisagées. Nous sommes en attente d'un véritable plan global, général, très ambitieux à la rentrée scolaire pour lutter véritablement contre les inégalités sur le long terme. Ce n'est pas en quelques semaines avant juillet qu'on résoudra les problèmes posés par le confinement. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en vous écoutant, je pensais au vieil adage « La critique est aisée, mais l'art est difficile », mais après tout, vous êtes dans votre rôle et je suis dans le mien. Alors, je pense que ce qui est important de dire en réponse à votre question, c'est toujours de voir justement la vision à long terme derrière la vision à court terme. C'est pour ça que je vais commencer par la fin de votre question pour aller ensuite au début. Je vais commencer par la fin parce que dans ce que nous sommes en train de faire, il y a en effet la préparation aussi de ce qui va se passer pendant les vacances et ce qui va se passer à la rentrée prochaine. Et oui, en effet, les choses ne peuvent pas être comme d'habitude. Et je récuse évidemment le mot d'impréparation, je crois que c'est tout le contraire. Depuis le début de cette crise, il y a un travail en profondeur. Simplement, nous nous adaptons au fur et à mesure parce que la situation nécessite cela. Mais tous les scénarios sont toujours travaillés. Et c'est ce que nous avons fait pour le baccalauréat, qui, je crois, notre solution a recueilli un certain assentiment, précisément parce qu'il y a eu concertation, mais aussi parce qu'il y avait eu auparavant préparation de scénarios. C'est la même méthode qui est là maintenant, et jugez plutôt dans 15 jours que maintenant de l'efficacité de cette méthode. J'espère que vous pourrez aussi en juger à la rentrée prochaine, quand vous verrez aussi un certain nombre de choses que nous sommes en train de préparer. Vous avez parlé à juste titre des vacances. Ces vacances doivent être des vacances utiles pour la lutte contre les inégalités sociales. C'est pourquoi nous préparons, d'ailleurs avec d'autres ministres, dont Julien Denormandie, des colonies de vacances
beaucoup plus développée que les années précédentes, avec une dimension éducative encore plus renforcée que la dimension habituelle et une possibilité d'épanouissement pour nos élèves. Je renforcerai le dispositif École ouverte, qui permet d'avoir les bâtiments ouverts avec des activités pour les enfants pendant les vacances de juillet et d'août. Donc tout ceci, Madame la sénatrice, en effet, est pensé dans une certaine continuité. Et vous avez parlé de la carte scolaire. Devant le Sénat et en écoutant les sénateurs, nous avons pris, grâce à l'arbitrage du Premier ministre, une mesure qui n'a été prise par aucun gouvernement avant nous, aucun, même pas un gouvernement que vous auriez soutenu, c'est-à-dire plus de 1200 créations de postes il y a 2 semaines, précisément pour ne pas fermer de classes en milieu rural et pour avoir une amélioration du taux d'encadrement dans chaque commune de France. C'est un engagement que j'ai pris. Alors oui, notre inspiration est profondément sociale. Madame Taillé-Polian, vous avez quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Notre inquiétude reste vive dans nombre de territoires et notamment urbains sur les questions de carte scolaire où les réponses n'ont pas été apportées. L'inquiétude demeure dans le milieu enseignant, auprès des parents d'élèves. Et j'attire également votre attention sur la question des colonies de vacances que bien souvent organisées par les mairies, elles sont obligées ces dernières de tirer au sort car il n'y a pas assez de places disponibles. Donc le plan ambitieux, on l'attend et on l'attend avec, je dirais, une grande impatience parce que c'est aussi l'égalité sociale et la justice sociale qui nous animent. Merci. La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le secrétaire d'État chargé du numérique. Pour que la crise sanitaire ne nous fasse pas passer d'une société de la bienveillance à une société de la surveillance, pour que le recours au numérique dans la sortie de crise soit efficace, il faut créer de la confiance avec les Français. Pour atteindre cet objectif, la mise en place d'une application sur mobile de traçage des contacts sociaux ne peut donc se faire dans notre pays que sur la base de 3 éléments cumulatifs. Premièrement, la préservation des libertés. En prononçant les mots de volontariat et d'anonymisation, le président de la République a donc confirmé que cette solution se ferait dans le cadre du respect aussi bien du droit national que du droit européen et notamment du RGPD. Deuxièmement, la recherche de l'universalité. Pour être efficace, cette application ne peut pas ne concerner que les personnes familières avec les nouvelles technologies. Il faudra faire preuve de pédagogie pour rassurer nos concitoyens et les inciter à utiliser cet outil, mais aussi à se préoccuper dès maintenant des moyens humains qui devront accompagner le déploiement de cet outil. En Corée, ce n'est pas moins de 20 000 personnes qui ont mené ce travail. Se reposer uniquement sur le numérique n'aurait pas de sens, notamment parce qu'il faudra aussi alerter des personnes qui ne pourront ou n'auront pas recours à cette application. Troisièmement, la protection de notre souveraineté. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans cette crise du Covid-19. Mais nous disposons, par exemple, avec nos amis allemands et nos amis suisses, de toutes les compétences pour que la solution informatique soit française et européenne. Sur ce dernier point, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous confirmer que l'intégralité de l'infrastructure informatique sera sous notre propre contrôle, l'application elle-même, l'hébergement des données ou le capital des entreprises chargées de sa réalisation? En d'autres termes, sommes-nous capables ou avons-nous la volonté de résister aux assauts des géants du numérique pour offrir aux citoyens français une réponse nationale dans laquelle ils pourront vraiment avoir confiance? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Loïc Hervé, je vous remercie pour votre question qui me permet de rappeler que, comme le Président s'y est engagé et comme cela a été précisé ce matin, nous aurons l'occasion, le gouvernement aura l'occasion de débattre avant le déploiement de l'application que vous évoquez avec les 2 chambres du Parlement les 28 et 29 avril prochains et je me tiens évidemment à la disposition de l'ensemble des groupes parlementaires d'ici là pour répondre à toutes les questions. S'agissant des questions plus précises que vous évoquez, tout d'abord vous dire que le gouvernement assume pleinement le fait d'étudier toutes les options sanitaires, techniques, technologiques, organisationnelles, vous l'avez cité, qui devront aider au déconfinement et qui pourront potentiellement éviter que l'épidémie ne reparte le cas échéant avec toutes les conséquences terribles que cela pourrait avoir. Il y a 2 conditions au déploiement de solutions technologiques et je crois que nous avons été extrêmement clairs sur ce sujet. La première condition, c'est de faire en sorte que les solutions éventuellement déployées le cas échéant respectent l'ensemble de nos lois, règlements, mais également de nos valeurs en termes de liberté publique et de protection de la vie privée. Je pense que c'est indispensable pour être en accord avec nous-mêmes quelque part, mais également pour faciliter l'acceptation
d'une telle solution si jamais elle était utile dans le cadre du combat contre l'épidémie. Et c'est le deuxième élément, c'est de faire en sorte qu'un maximum de Français, le cas échéant, puissent en profiter, y compris ceux qui sont touchés par la fracture numérique, pour ne pas ajouter une fracture technico-sanitaire à d'autres fractures sociales. S'agissant de la question plus spécifique sur les personnes impliquées dans le projet que vous évoquez, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est piloté par INRIA en lien avec nos partenaires allemands et suisses notamment. Il y a des industriels sur une base volontaire et sur une base gratuite qui viennent nous aider car la solution est techniquement compliquée. Il y a eu des déclarations des deux grands géants du numérique américain que vous évoquez. Quelque part, je me réjouis qu'ils s'intéressent au sujet et qu'ils veuillent aider les gouvernements. Mais il y a une chose qui est absolument essentielle, me semble-t-il, s'agissant d'une application qui est d'intérêt général, d'intérêt sanitaire et quasiment souveraine, c'est que les conditions dans lesquelles celle-ci doit être développée ne peuvent relever que de la seule décision des États souverains. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous en avons terminé avec les questions au gouvernement. Nos prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le mercredi 22 avril à 15 h. Mes chers collègues, je vais lever la séance et je vous rappelle que nous nous retrouverons en séance le mardi 21 avril. Ce sera à 14h30 pour l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2020. La séance est levée. Merci. Voilà pour cette séance de questions de contrôle au gouvernement qui a porté bien sûr sur le coronavirus et largement, vous l'avez pu entendre, sur le 11 mai, date à laquelle doit débuter le déconfinement et surtout eh bien, le retour à l'école des enfants. Il y a eu de très nombreuses inquiétudes qui ont été soulevées par les sénateurs sur ce sujet, avec de nombreuses réponses qui ont été apportées par le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi le Premier ministre qui a répondu après la question du président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Et il a assumé que la suite, eh bien, c'était une phase de test, qu'il fallait assumer qu'il allait pouvoir avoir différentes approches. Une certitude en tout cas, eh bien, à partir du 11 mai, ça ne sera pas le retour du monde d'avant. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe. Notre objectif n'est pas de faire en sorte que le 11 mai, on revienne à la situation qui prévalait juste avant le confinement. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut fixer un objectif. Il faut dire que cette période de confinement ne peut pas durer à l'infini, bien entendu. Il faut se fixer un objectif, c'est ce qu'a fait le président de la République, et il faut se donner les moyens de tenir cet objectif en respectant scrupuleusement le principe de sécurité sanitaire, de préservation de la santé des Français et de continuité de la vie de la nation, les trois principes que le président de la République a évoqués. Se donner les moyens d'arriver à atteindre cet objectif. Cela passera, le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, par une reprise progressive de l'école. Progressive parce qu'on imagine bien que dans bien des endroits du territoire, on commencera peut-être par telle ou telle classe, on commencera peut-être par réorganiser la journée autour de rythmes qui seront un peu différents de ceux qui prévalaient auparavant. On essaiera peut-être d'utiliser les locaux des écoles de la façon un peu différente de celle qui prévalait jusqu'auparavant. Ce qui nous conduira forcément, et heureusement d'ailleurs, Monsieur le Président, à travailler avec les maires, avec les élus locaux. Nous ne pouvons pas réussir, entre guillemets, ce déconfinement seuls. Je le disais plusieurs fois sous le thème presque, non pas de l'humour, mais jamais personne n'a effectué ce que nous allons collectivement effectuer. C'est un territoire inexploré. Le déconfinement aussi massif avec le risque sanitaire et avec les difficultés que nous connaissons est quelque chose qui n'a pas de précédent. Voilà pour la réponse d'Édouard Philippe tout à l'heure. Réponse à une question que vous posiez, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains ici au Sénat. Bruno Retailleau, avez-vous été satisfait par la réponse d'Édouard Philippe qui dit assumer une phase de test à partir du 11 mai et qui rappelle surtout qu'à partir du 11 mai, ça ne sera surtout pas le retour du monde d'avant? Non mais une phase de test, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut faire prendre de trop grands risques aux Français devant un virus qui est franchement extrêmement insidieux et extrêmement mortel, dangereux en tout cas. Non, moi ce que j'ai demandé dans ma question, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La sortie du confinement, c'est-à-dire le 11 mai, ça se prépare aujourd'hui. Et je n'ai eu aucun chiffre, ni sur les masques, ni sur les tests massifs. Et j'ai simplement voulu dire
au Premier ministre que dans d'autres pays, par exemple la Corée, mais aussi l'Autriche, même l'Allemagne, il y avait eu des succès. Et nous, on en est au confinement. Bien sûr qu'il faut le confinement, mais tant qu'on n'aura pas un dépistage massif, repérer les foyers, isoler les gens, peut-être les mettre à l'hôtel, sinon il y a une chaîne de la contamination intrafamiliale. Pourquoi est-ce que les masques, pendant longtemps, on a dit que ça ne procurait aucune protection? La question que j'ai voulu poser en réalité, elle est fondamentale. Est-ce que cette stratégie est là parce que c'est une vraie doctrine, une vraie stratégie, ou est-ce que simplement elle est utilisée faute d'autres moyens? On a pu aussi entendre le Premier ministre qui disait que certains pays avaient été salués pour leur stratégie, par exemple Singapour ou le Japon, parce qu'ils avaient eu beaucoup de dépistage, etc. Et puis finalement, ils en viennent au confinement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que la France est au 54e rang pour les tests par habitant. Je dis aussi que nous sommes le 4e pays au monde pour le nombre de morts. Donc je pense qu'il y a des pays qui réussissent beaucoup mieux que nous. J'en ai cité quelques-uns et on doit articuler, on doit combiner cette stratégie de confinement qui est une stratégie défensive mais extrêmement coûteuse, y compris sur le plan d'ailleurs sanitaire, pour plusieurs raisons, mais aussi une stratégie beaucoup plus offensive et généralisée. Les tests. Le président de la République a dit que le 11 mai prochain, on va tester simplement les personnes qui ont des symptômes. Mais on sait qu'une majorité de Français ne présentent pas de symptômes. Donc on va encore contaminer toujours plus. Donc il faut porter des masques. Ces tests peuvent-ils effectivement être réellement utiles lorsque l'on entend par exemple les propos ce matin de Jean-François Delfraissy qui dit on n'a pas la certitude qu'une fois que l'on a eu la maladie, on est réellement immunisé. Je vous fais également réagir à cette donnée qu'il nous a livrée ce matin. Il a jugé qu'au moment du déconfinement, il pourrait y avoir entre 10 000 et 15 000 contaminations par jour en France. Bien sûr qu'on sait qu'il n'y aura pas un avant et un après, c'est-à-dire que le 11 mai, on n'est pas sûr d'ailleurs d'être totalement déconfiné. Il faudra seulement, sans doute, pour un certain nombre de populations, qu'elles restent confinées. On n'a pas, bien sûr, une totale certitude. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a des pays qui réussissent, et là on voit bien qu'il y a des certitudes. Quand je pense qu'en France, on a dit longtemps que le masque ne protégeait pas, c'est une sottise. Le masque protège, il protège ceux qui le portent, il protège aussi les autres. Il faut le reconnaître et il faut généraliser le port du masque. Et tant qu'on n'aura pas généralisé le port du masque, tant qu'on n'aura pas fait des dépistages massifs, nous ne pourrons pas, c'est la réalité, avoir un déconfinement sûr. Une toute dernière question, votre réaction au fait qu'Emmanuel Macron ait rendu hommage finalement au professeur Didier Raoult. Il salue le grand scientifique. C'est un début de satisfaction pour vous qui avez soutenu depuis le début Didier Raoult? Écoutez, l'expérience Macron avec Emmanuel Macron, il y a les mots et puis il y a les actes. C'est très bien, en tout cas, que le professeur Raoult ne soit pas mis au pilori sur la place publique. Moi, je considère qu'il y a le temps des recherches scientifiques, mais il y a aussi des recherches empiriques. L'objectif d'un médecin, c'est de soigner. Et quand il y a un traitement qui marche, et qui est connu, avec une molécule connue, je pense qu'on doit l'utiliser si ça doit sauver des vies humaines. Bien sûr, il faut toujours le faire de façon, là aussi, assez sécurisée et avec la prescription dans un hôpital ou la prescription d'un médecin. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions. J'ai le plaisir à présent d'accueillir Jacqueline Gourault, bonjour, ministre de la Cohésion des Territoires. Alors il y a eu un certain nombre d'annonces aujourd'hui, d'annonces notamment de primes pour les fonctionnaires d'État, de primes pour les soignants, des primes aussi pour les fonctionnaires territoriaux. Est-ce que le gouvernement va aider les collectivités à pouvoir donner ces primes et aider aussi les collectivités qui demandent des moyens, par exemple pour l'accueil des enfants si l'école reprend bien à partir du 11 mai? Le gouvernement a décidé ce matin en Conseil des ministres de 3 séries, au fond, de primes. Une prime pour les plus précaires, une prime pour les personnels soignants. Et je précise immédiatement que nous allons poursuivre cette réflexion en direction des personnels qui travaillent pour les personnes à domicile, pour les EHPAD, etc. Et puis, enfin, pour la fonction publique dans son ensemble, que ce soit la fonction publique, bien sûr, d'État ou la fonction publique territoriale. Bien entendu, pour ce qui concerne les fonctions, la fonction publique d'État, ce sont les ministères, qui gèrent la prime. Il y a un plafond
maximum de 1 000 € et cette prime peut être, elle est défiscalisée, déchargée et donc elle peut être distribuée en fonction évidemment du surcroît de travail qu'ont eu les fonctionnaires. Bien entendu, en parallèle, la fonction publique territoriale peut bénéficier de la même chose. C'est une possibilité qui est donnée à la fonction publique territoriale et au nom de la liberté, au fond, des collectivités territoriales, les maires, les présidents de conseils départementaux régionaux ou les présidents d'intercommunalité auront le choix de donner ou de ne pas donner cette prime. Cette prime sera défiscalisée, cette prime sera déchargée et comme c'est le cas pour toutes les primes dans la fonction publique territoriale. J'ai été maire 25 ans. Il y a des primes possibles ou pas, déjà dans la fonction. C'est le même régime. Simplement, il y a un plafond. Elle ne pourra pas être de plus de 1 000 €, ce qui est le plafond également de la fonction publique d'État. Lundi, Emmanuel Macron a rendu hommage aux maires dans son discours et en même temps, il leur a demandé de ne pas prendre trop d'arrêtés coercitifs supplémentaires. Certains maires ont pris des arrêtés supplémentaires, par exemple pour obliger au port du masque ou certains couvre-feux. Est-ce que vous jugez que ces maires sont allés trop loin? Si vous voulez, il y a 2 principes auxquels les Français sont très attachés. C'est l'égalité sur le territoire français. Et il y a également une deuxième mesure très importante pour les maires et la population, c'est la liberté. Et au fond, il faut faire attention de ne pas effectivement contraindre trop, ce qui serait une atteinte à la liberté individuelle. Et il faut donc agir avec modération, si je puis dire. Ne pas trop renforcer la charge d'un confinement qui est déjà très lourd. Donc ils sont allés trop loin pour vous, certains? Je ne dis pas qu'ils sont allés trop loin, mais en tout cas, j'ai vu que certaines décisions qui avaient été prises dans certaines communes, par exemple, ne pas s'asseoir plus de 2 minutes sur un banc, avaient été supprimées déjà. C'est-à-dire que, au fond, le maire a entendu ce que le gouvernement avait dit. Pour pouvoir aider les maires, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il puisse y avoir un taux de TVA réduit pour les masques qui sont achetés par les collectivités territoriales? C'est une question qui se situe dans une politique globale et auquel je ne peux pas répondre aujourd'hui. Merci. Une toute dernière question. Juste, vous avez dit que vous étiez dans une logique partenariale tout à l'heure dans l'hémicycle, c'est important. Est-ce que vous avez maintenant, vous pouvez donner la garantie, la certitude absolue aux collectivités qu'il n'y aura plus de réquisition de masques comme cela a pu avoir lieu la semaine dernière de la part de certains préfets? La réquisition est un droit de l'État. Nous sommes dans une période absolument exceptionnelle. La priorité, c'est la santé de nos concitoyens et la priorité, c'est la lutte contre le Covid. Donc naturellement, et les collectivités territoriales ne contestent pas d'ailleurs le fond de cette décision. Ils savent que l'État est prioritaire et donc c'est quelque chose bien sûr qui pourrait encore s'appliquer. Ce qu'il faut faire attention, c'est que l'information circule bien. Ce n'est pas le fond, c'est la forme. Merci beaucoup Jacqueline Gouraud d'avoir répondu à mes questions. À présent, je vais accueillir le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Bonjour. Tout d'abord, votre réaction au plan d'urgence qui a été dévoilé aujourd'hui, qui va faire l'objet d'un projet de loi de finances rectificative et notamment cette somme. On est passé en 3 semaines de 45 à 110 milliards d'euros annoncés par le gouvernement. L'État met les moyens. Est-ce que c'est pour vous une bonne chose et est-ce que c'est suffisant? Prise de conscience des besoins de notre pays, notamment au regard par exemple des 8 millions de personnes qui ont demandé l'assurance chômage partiel. Donc c'est une bonne décision que de prévoir les dépenses nécessaires. Simplement, cela se basera essentiellement sur de la dette. Nous allons creuser notre dette, nous allons creuser notre déficit. Donc la situation est quand même extrêmement difficile pour le gouvernement. Et ça, personne ne peut le nier. Par contre, mais nous n'avons pas le choix. Ils n'ont pas le choix, mais on aurait pu aussi, et c'est ce que nous allons porter en termes d'amendement, on aurait pu aussi demander plus d'efforts à nos concitoyens les plus aisés. Par exemple, le rétablissement même provisoire de l'impôt sur la fortune, l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous déposerez des amendements là-dessus? Exactement, nous aurons des amendements du groupe socialiste et républicain sur le sujet. On pourrait demander aussi, même si c'est annoncé comme un principe
plus d'efforts aux assureurs qui aujourd'hui indemnisent beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de sinistres dans notre pays. Donc nous ferons valoir notre différence dans ce projet de loi de finances rectificative en sachant néanmoins que le gouvernement se donne les moyens. Simplement, se donner les moyens, c'est aussi parfois faire des choix. Et je pense qu'on ne va pas assez loin dans la préoccupation qui est celle de la majorité des Français qui, au bout du bout, finiront par payer ces dépenses, notamment si on creuse le trou de la sécurité sociale. Et je pense qu'on peut trouver d'autres formules que de creuser le trou de la sécurité sociale qui, quoi qu'il arrive, sera remboursé par tous les Français, quels qu'ils soient. On va également parler du sujet qui a largement occupé cette séance de questions de contrôle. Et cette question, c'est celle du déconfinement annoncé à partir du 11 mai. Pour vous, est-ce que c'est le bon moment et est-ce que vous êtes convaincu par la réponse du Premier ministre qui dit bien c'est un déconfinement progressif et ce n'est surtout pas le retour du monde d'avant? Il est clair que, à la suite de la déclaration du Président de la République, il y a eu une sorte de petit vent d'euphorie. Et je le comprends, les Français voulaient avoir une date butoir. Ça fera 2 mois de confinement. Vous imaginez les efforts des uns des autres. Je pense notamment aux familles démunies qui se retrouvent dans des petits logements dans les quartiers prioritaires de la ville, dont j'ai été le ministre pendant 3 ans auprès de François Hollande. Donc je mesure que c'est une bonne annonce. Après, il y a le comment. Et c'est vrai que depuis 48 heures, on déchante. Et on voit bien qu'il y a l'annonce du Président de la République et puis il y a la mise en œuvre qui est beaucoup plus complexe, pour ne pas dire chaotique. Et on le voit bien sur les réponses de M. Blanquer en matière d'ouverture des écoles. Donc nous attendons de voir. Le gouvernement s'est donné 15 jours pour préciser son plan. Ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas les mêmes difficultés qu'au moment du début de la crise, où, notamment sur le plan sanitaire, il y a eu beaucoup de trous dans la raquette, tel que cela a été évoqué par le Président de la République lui-même lundi soir, et que donc là, on aura, je dirais, une gestion prévisionnelle beaucoup plus précise dans l'intérêt des Français. Il ne faudrait pas que les Français soient déçus dès le 11 mai, parce que quelque part, on n'aurait pas su prévoir les bonnes décisions. Votre réaction à ce chiffre donné ce matin par le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, devant les sénateurs de la Commission des lois, il a dit que pendant le déconfinement, on pouvait estimer qu'il y aurait entre 10 000 et 15 000 contaminations par jour. Oui, M. Delfraissy, que nous avons effectivement entendu à la Commission des lois, a été très précis. Il a même évoqué que sûrement le déconfinement, pour répondre à votre question précédente, devrait durer plus longtemps pour 18 millions de Français. Les Français âgés de plus de 70 ans ou les Français atteints de maladies comme le diabète ou des maladies cardiaques. Donc on sait bien que ce sera encore plus difficile. Pour le reste, il est clair que le confinement a permis de diminuer la contagiosité partagée entre nous toutes et nous tous. M. Delfraissy a dit que une personne contagieuse, avant le confinement, pouvait contaminer 3 voire 4 personnes. Aujourd'hui, on sera au 11 mai, à la fin du confinement, à moins de 1 personne. Donc c'est une réussite. Mais il est vrai que le virus ne va pas mourir du jour au lendemain et qu'il faudra garder les gestes barrières. C'est le conseil que nous donnons tous, quelle que soit notre formation politique, aux Français. Autre source d'inquiétude et qui fait vraiment un argument qui fait qu'on a des difficultés à comprendre comment on va pouvoir utiliser les tests. Jean-François Delfraissy a dit ce matin que l'on n'était pas du tout sûr qu'une personne ayant contracté le Covid était immunisée et que pour l'instant, on ne sait vraiment pas. Oui, il a été très honnête. Le fait d'avoir contracté le Covid doit générer des anticorps, mais est-ce que ces anticorps seront efficaces contre une deuxième vague éventuelle de coronavirus? Il a été suffisamment honnête, humble, pour dire nous ne le savons pas au stade où nous parlons sur le plan scientifique. Par contre, il a évoqué le nombre de tests prévus, un chiffre important, 100 000 tests réactifs, dits PCR, dans les semaines à venir, 100 000 par jour. Je vous rappelle qu'au début de la crise, malheureusement, nous n'étions qu'à 5 000 tests par jour, ce qui veut dire que tout à l'heure, quand j'évoquais les trous dans la raquette, là, manifestement, il y en avait un très très important et je regrette que nous n'ayons pas pris les bonnes décisions au bon moment pour permettre de tester plus de Français. Une toute dernière question sur les primes qui ont été annoncées tout à l'heure. Primes pour les soignants, primes pour la fonction publique d'État, primes et aussi des aides, une aide exceptionnelle pour les personnes les plus fragiles. 4 millions de foyers qui sont concernés. Est-ce que c'est pour vous une bonne chose? Bien sûr, c'est une bonne chose que de permettre aux personnes les plus en difficulté de pouvoir récupérer un peu plus de
de moyens et de pouvoirs financiers, puisque beaucoup de ces personnes avaient des aides des collectivités locales, par exemple au travers des cantines. Donc il fallait compenser cette disparition d'aides liée au confinement. Simplement, puisqu'il y a un réflexe de solidarité en direction des Français les plus défavorisés, j'espère qu'il continuera après le confinement, parce que jusqu'à présent, il est clair que la politique sociale de ce gouvernement était pour le moins peu encline à soutenir ceux qui étaient les plus faibles de nos concitoyens. Eh bien, merci beaucoup Patrick Canard d'avoir répondu à mes questions. On va d'ailleurs écouter tout à l'heure la réponse de Julien Denormandie, le ministre qui est revenu sur ces annonces, justement cette prime, cette aide exceptionnelle qui est accordée aux personnes les plus précaires. On l'écoute. Nous avons annoncé aujourd'hui une aide exceptionnelle, une aide d'urgence sociale à destination de toutes les personnes au RSA, à l'ASS, pour 150 € pour ces couples, mais également à hauteur de 100 € par enfant pour ces personnes au RSA et à l'ASS, mais également à hauteur de 100 € par enfant pour toutes les personnes aux APL. Au moment où je vous parle, c'est 4 millions de foyers. Je dis bien 4 millions de foyers qui vont pouvoir bénéficier de cette aide exceptionnelle à compter du 15 mai, avec une grande rapidité et sans aucune démarche à faire. Je crois que là aussi, c'est un témoin de cette solidarité qui est nécessaire. La réponse, encore une fois, elle est sanitaire, économique, mais aussi sociale. Voilà pour cette réponse tout à l'heure de Julien Denormandie. Votre réaction, Sophie Taillé-Polian, je rappelle que vous êtes sénatrice génération du Val-de-Marne. Sophie Taillé-Polian, votre réaction tout d'abord à cette prime qui a été annoncée, cette aide exceptionnelle qui a été annoncée pour les plus précaires, 4 millions de personnes qui seraient concernées par le versement de cette prime. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse s'intéresser davantage aux gens qui sont en grande difficulté, qui travaillent cette période avec des difficultés financières. Cela dit, il me semble que c'est peut-être pas suffisant. Et je pense notamment aussi aux personnes qui sont confrontées au fait de payer leur loyer alors que leurs revenus sont en baisse. Il y a certainement là aussi matière à agir, par exemple auprès des bailleurs sociaux, pour faire en sorte qu'on évite la constitution de dettes que après les Françaises et les Français en difficulté ne pourront jamais résorber. Donc c'est un premier pas, mais il ne faut pas s'arrêter là parce que ce n'est pas suffisant au regard de la situation sociale de certains de nos concitoyens. Vous demandez par exemple que l'on puisse régler ses loyers plus tard, voire qu'il y ait une annulation ? Écoutez, tout peut être discuté, mais il me semble qu'une aide au paiement de loyer, parce que c'est quand même ça qui pèse énormément dans le budget des familles, et notamment dans les grandes zones urbaines où les loyers constituent une part très importante des budgets. Et donc forcément, quand on est confronté à des baisses de revenus, quand on est indépendant ou malheureusement, quand on est obligé de faire en sorte que, d'avoir aussi des loyers avec des revenus avec l'économie informelle, on peut se retrouver en grande difficulté pour payer son loyer. Et il ne faudrait pas qu'après la crise, on ait une deuxième vague aussi de la crise sociale. Tout à l'heure, vous avez interrogé le gouvernement sur le retour à l'école à partir du 11 mai, retour de façon progressive, a dit Jean-Michel Blanquer. On sent bien qu'un certain nombre de choses sont en cours de préparation et que tout cela ne sera annoncé que dans une quinzaine de jours. Quels sont pour vous les obstacles à ce retour à l'école ? Mais écoutez, en fait, je crois qu'on constate quand même l'impréparation du gouvernement entre un président de la République qui a fait une annonce et puis un ministre de l'Éducation nationale qui peine à apporter les réponses et qui aurait en fait dû lancer une concertation en amont. Donc maintenant, il faut faire quoi ? Il faut définir les conditions qui sont essentielles et qui doivent être réunies pour permettre une réouverture, même progressive. Et ces conditions aujourd'hui, quand on pose la question au ministre, on n'en connaît pas la liste. Donc il faut d'abord en définir la liste. Et puis, s'il y a une dimension sociale, il faut aussi nous dire sur quelle base les élèves qui reprendraient l'école le feraient. Quels sont ceux qui reprendraient l'école, quels sont ceux qui ne le reprendraient pas. Il faut répondre aux questions posées par les collectivités territoriales. De nombreux maires sont très interrogatifs, voire inquiets de ce que va leur demander le gouvernement dans un délai très raccourci, puisque 15 jours de discussion, annonce, et après 15 jours pour s'organiser à toute vitesse
pour faire en sorte que certains élèves puissent regagner l'école. Moi, ce qui me frappe dans cette impréparation, c'est qu'on nous dit d'abord on va commencer par les maternelles et les primaires, et puis c'est important les gestes barrières, mais comment voulez-vous garantir que des élèves de maternelle respectent les gestes barrières? Je veux dire, c'est totalement impossible. Donc je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement travaille un plan sérieux et n'hésite pas, si besoin, à décaler dans le temps pour garantir la santé des enfants, des enseignants et de tous les personnels qui interviennent dans l'éducation nationale. Vous entendez en même temps le gouvernement qui dit qu'il y a urgence, que cette situation actuelle aggrave les inégalités pour les enfants qui n'ont pas accès à un Internet, qui ne peuvent pas être aidés par leurs parents. On comprend bien aussi que la situation actuelle ne peut pas tenir pour de très nombreux enfants et pour de très nombreuses familles. Bien entendu, écoutez, moi je suis extrêmement attachée à l'école républicaine, c'est un des fondements de notre pacte social, donc le plus tôt les enfants peuvent retourner à l'école, le mieux c'est. Et évidemment, et je l'ai alerté d'ailleurs le ministre Blanquer il y a plusieurs semaines déjà, sur le fait que les inégalités se creusaient pendant la période de confinement. Mais je pense que l'enjeu principal n'est pas de reprendre à tout prix le 11 mai ou en mai. L'enjeu principal, c'est de donner davantage de moyens aux élèves qui en ont le plus besoin dans les semaines, les mois, les années à venir. Et pour cela, j'attends personnellement, et je crois que nous sommes nombreux à attendre, un plan d'ensemble pour faire en sorte que dans l'éducation nationale, on multiplie les dispositifs comme plus de maîtres que de classes pour favoriser un taux d'encadrement meilleur pour les enfants, davantage d'accompagnement personnalisé. C'est comme ça qu'on luttera contre les inégalités scolaires et qu'on effacera cette ardoise du confinement parce que, bien sûr, le plus tôt cela s'arrête, le mieux c'est, mais pas n'importe comment. Eh bien, merci beaucoup Sophie Taillé-Polian d'avoir répondu à mes questions et va prendre enfin votre place Xavier Iacovelli qui est sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour Xavier Iacovelli, merci de répondre à mes questions. Votre réaction d'abord à ce plan d'urgence qui a été dévoilé par le gouvernement aujourd'hui, 110 milliards d'euros de débloqués. On était à 45 milliards il y a 3 semaines et certains disent que les 110 milliards, ça ne sera pas suffisant. Oui, à situation exceptionnelle, solutions et réponses exceptionnelles. On avait besoin effectivement d'avoir ces crédits de débloquer. On savait pertinemment que la première loi d'urgence risquait d'être courte si le confinement perdurait. Ça a été le cas et donc je pense que le gouvernement a anticipé pour pouvoir faire en sorte de débloquer ces crédits rapidement dès la semaine prochaine avec le vote du Parlement. On entend déjà à gauche, et notamment Patrick Kanner nous disait qu'il allait déposer des amendements, que ce projet de loi de finances rectificative, il pouvait aussi être financé avec des impôts, la contribution notamment des plus aisés, le retour de l'ISF. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous savez, moi à titre personnel, j'étais opposé à la suppression de l'ISF, donc je ne renie pas mes opinions, qui est une contribution exceptionnelle des plus grandes fortunes. Dans la période actuelle, je pense que c'est effectivement une bonne piste. Je pense notamment aux assureurs qui doivent faire aussi plus d'efforts, puisque de par le confinement, ils ont effectivement moins de risques sur leurs primes, alors que leurs cotisations ont toujours été versées. Donc même si on voit qu'il y a eu un effort entre 200, ils sont passés à 400 millions d'euros pour abonder le fonds de solidarité, on voit bien qu'il y a encore peut-être quelque chose à faire auprès des assureurs pour qu'ils puissent abonder de façon plus importante au fonds de solidarité. Également, tout à l'heure ont été annoncés un certain nombre d'une part de primes pour les fonctionnaires, notamment qu'ils soient de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique d'État ou même de la fonction publique territoriale, et puis aussi des aides pour les familles les plus précaires. On voit là qu'il y a vraiment du besoin de justice sociale aujourd'hui, de davantage de soutien. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Aujourd'hui, effectivement, le gouvernement a annoncé des primes supplémentaires défiscalisées pour les bénéficiaires du RSA, de l'ASS et également des APL, avec des surprimes pour ceux qui ont des enfants. Donc ça, je pense que c'était
absolument nécessaire, puisqu'on voit bien que à la crise sanitaire que nous vivons, nous risquons d'avoir une crise sociale au moment du déconfinement et qu'il faut pouvoir accompagner les familles les plus faibles pendant cette période et notamment les familles qui avaient des enfants qui bénéficiaient effectivement des aides, notamment pour les repas du midi. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est des dépenses supplémentaires pour les familles que le gouvernement a décidé de compenser. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? On voit par exemple la CGT qui demande l'augmentation du SMIC par exemple. Et puis Emmanuel Macron a eu cette phrase, notamment lundi soir, où il a parlé de ces métiers en deuxième ligne, qui sont souvent mal rémunérés. Que peut faire le gouvernement? Car souvent ces métiers, ils sont de l'ordre du privé tout simplement. Oui, il y a de toute façon des choses qui changeront après le déconfinement. Le président l'a annoncé. Ceux qui sont en première ligne, mais qui sont dans nos habitudes peu visibles et les invisibles de notre système et notamment du système de santé, je pense qu'il faut effectivement revaloriser ces métiers par des rémunérations plus importantes, c'est sûr, mais ça dépend aussi pas seulement de l'État, mais aussi du privé. Et donc il faut pouvoir accompagner les collectivités, les entreprises, le privé, par une impulsion forte de l'État. Mais je crois que c'est vraiment une volonté du gouvernement et du président de la République que le président nous a annoncé lundi soir. Votre réaction, Xavier Iacovelli, à certains chiffres que l'on a pu avoir ce matin de la part du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, devant les sénateurs de la Commission des lois. Il a dit deux choses. D'une part, qu'on n'avait pas la certitude qu'une personne qui avait été contaminée par le Covid était immunisée, ce qui pose vraiment des difficultés pour le déconfinement. Et puis ensuite, il a expliqué aussi que lui estimait à entre 10 000 et 15 000 contaminations par jour le nombre de contaminations au moment du déconfinement. Alors n'est-il pas prématuré de déconfiner au 11 mai? Écoutez, il nous reste encore un mois. Et je pense que le gouvernement ne prendra pas de risques si tant est qu'il y a encore des risques justement de contamination d'un maximum de Français. Il y a effectivement un déconfinement, un objectif qui est fixé au 11 mai. Pas seulement d'ailleurs, c'est un objectif qui sera progressif, un déconfinement qui sera progressif. Et donc ce n'est pas la totalité des Français qui seront déconfinés. Cet objectif, ça permet de mettre tous les moyens nécessaires pour sortir de ce confinement qui est contraignant pour les Français, pour notre économie, mais aussi pour, moi je pense surtout aux plus faibles. Et donc ça c'est un objectif. Après, s'il y a le moindre risque, le gouvernement ne prendra pas de risque justement de faire ressortir les Français de ce confinement. Eh bien, merci beaucoup Xavier Iacovelli d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette séance de questions de contrôle au gouvernement. Je vous rappelle que les sénateurs continuent à interroger chaque semaine le gouvernement sur sa gestion de la crise du coronavirus. On se retrouve tout à l'heure à 18 h pour l'audition de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Ils vont s'exprimer devant les sénateurs de la Commission des finances autour de ce projet de loi de finances rectificative. Très bon après-midi, à tout à l'heure.